L'histoire commence avec un grand bâtiment hospitalier situé au milieu d'une large rue. Dans l'une des pièces se trouvait un jeune homme qui venait de reprendre connaissance et, tenant sa tête dans sa main, demandait ce qui s'était passé. Devant lui était assise une fille qui, souriante, s'exclama qu'il s'était enfin réveillé. Le garçon fut très surpris et, rougissant un peu, jeta un regard interrogateur à la fille. Elle a immédiatement couru vers la porte et a appelé le docteur Lee. L'infirmière voulait lui dire qu'un patient de l'unité de soins intensifs avait repris connaissance. Le garçon lui demanda d'arrêter et lui demanda où elle allait. Il pensa que tout cela n'était peut-être qu'un rêve et se saisit le bas du dos. Tellement il souffrait, il regarda ses mains et se demanda ce qui lui était arrivé. S'il n'avait pas simplement eu une hallucination, après tout il venait de voir ses sous-vêtements, mais que s'était-il passé avant et pourquoi ne se souvenait-il de rien? Un médecin est entré dans la pièce et lui a demandé qui lui avait donné la permission de s'asseoir. Les bandages n'avaient pas encore été retirés et il n'avait pas encore le droit de bouger. Il lui a demandé si elle avait contacté sa famille, mais son téléphone portable était cassé et sa carte SIM avait disparu, donc personne dans le quartier ne le connaissait. Lorsque le personnage principal a entendu parler du téléphone portable, il y a réfléchi et s'en est souvenu. Il était sur le point de passer les examens d'entrée à l'université, mais sa petite amie lui a suggéré de rompre. La bonne humeur matinale a complètement disparu après une nouvelle aussi inattendue, mais après cela, sur le chemin du retour, il vit une petite fille courir au milieu de la route. Cette fille jouait dans la rue, et il a décidé que c'était très dangereux. Le garçon lui a crié de ne pas y aller, mais la petite fille courut après son chien, appelant le nom du petit chien qui traversait la route en courant. Le personnage principal a réussi à repousser à temps la fille, loin de la voiture qui fonçait droit sur elle. Il s'est souvenu qu'il y avait eu un accident et qu'après cela, il avait perdu connaissance et s'était retrouvé à l'hôpital. L'homme a dit à l'infirmière de s'occuper de sa blessure pendant qu'il allait appeler le médecin-chef. Et la jeune fille a immédiatement accepté. Elle s'approcha du patient et lui demanda de s'allonger sur le lit. Les points de suture étaient posés récemment et il ne devait pas trop bouger. Il remercia immédiatement l'infirmière et lui demanda de prendre son temps. La fille s'exclama à nouveau qu'elle lui avait dit de ralentir. Si la plaie se rouvrait, il devrait la recoudre. Le garçon, s'endormant, la remercia pour tout. Il ne peut pas se tromper cette fois. Il est enfin convaincu d'avoir un super pouvoir et de pouvoir le percer à jour. Il doit passer des examens d'entrée et il ne peut pas rester ici trop longtemps. Il ne sait pas depuis combien de temps il est allongé là, et il n'est pas rentré chez lui depuis longtemps. Sa famille est probablement très inquiète pour lui. L'infirmière a pointé le patient du doigt et s'est exclamé que l'hospitalisation avait déjà été payée et qu'il avait simplement besoin de se rétablir. Ses blessures étaient encore fraîches et il lui faudrait plusieurs mois pour se rétablir. Le protagoniste s'est mis en colère et a déclaré que cela ne marcherait pas. Il ne restait que 2 semaines avant les examens d'entrée et il ne pouvait pas rester ici. L'infirmière s'est exclamé qu'il n'était pas encore guéri et qu'il ne pouvait pas quitter l'hôpital maintenant. Le garçon commença à l'examiner et remarqua une bordure en patchouli noir. La fille, rougissant légèrement, lui demanda ce qu'il venait de voir. Le médecin entra dans la chambre et demanda ce qui s'était passé. Le garçon expliqua qu'il quittait l'hôpital et combien de temps il souhaitait y rester. Le médecin répondit qu'il ne guérirait pas avant cette date. S'il souffrait d'autres maladies, il craignait d'en conserver les racines. Le garçon a dit qu'il connaissait bien son corps et que, même si la blessure n'était pas guérie, ce n'était rien de grave. Il reviendrait plus tard pour se faire soigner. L'infirmière regarda le patient avec tristesse. L'homme demanda un instant d'attente et décida de redemander au médecin-chef. Il leva soudain les yeux de son téléphone en voyant Madame Tsang. Il ne s'attendait pas à sa présence. L'homme salua immédiatement Madame Zeng qui s'approchait déjà d'eux. Il s'agissait de la femme, la présidente du groupe Tseng, et elle s'appelait Zeng Rou. Le médecin expliqua à Madame Zeng qu'elle était arrivée juste à temps et que l'étudiante sortait de l'hôpital. La femme remercia aussitôt le docteur Lee. Il expliqua qu'il avait déconseillé au garçon, mais qu'il ne l'avait pas écouté et s'apprêtait à appeler le médecin-chef. La jeune fille lui demanda pourquoi il avait été renvoyé de l'hôpital. Le protagoniste expliqua qu'il devait réussir ses examens d'entrée. La femme lui demanda de ne pas partir et de se rétablir rapidement, car après tout, il avait sauvé sa fille. Une fois rétablie, elle lui trouverait une meilleure université et lui offrirait un bracelet en signe de gratitude. Le garçon répondit qu'il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas sauvé la fille par gratitude ni pour quoi que ce soit de ce genre. Madame Zeng sourit, le qualifia de héros et parla d'1 million en levant le doigt. Elle lui a demandé « S'il reste ici pour récupérer, ce million sera à lui ». La femme ne croyait pas qu'il y avait des gens dans ce monde qui n'aimaient pas l'argent, alors elle se demandait si cela suffisait à ce gentleman respecté. Lorsque le garçon répondit qu'il ne le voulait pas, l'infirmière et le médecin furent très surpris.
La femme se tourna alors vers le garçon et s'exclama qu'elle était prête à lui donner 2 millions. Mais le personnage principal a encore refusé, et l'infirmière et le médecin ont ouvert la bouche pour lui demander de ne pas plaisanter comme ça. Madame Zhang s'est tournée vers le garçon et lui a demandé si cet argent ne lui suffisait pas. Elle n'arrêtait pas de céder et se tournant vers le garçon, elle nomma la somme de 5 millions. Lorsque l'infirmière a perdu connaissance, le médecin l'a rattrapée et lui a demandé si elle allait de bien. Il a demandé d'appeler un médecin. La femme rit et dit que dans ce monde, l'argent pouvait tout arranger et qu'elle ne croyait pas à une réponse négative. Elle a expliqué au garçon qu'elle lui enverrait de l'argent et lui achèterait également le meilleur appartement de la ville. Il marqua une nouvelle pause comme s'il y avait matière à réflexion. Soudain, il se tourna vers la femme. Il s'est approché de l'infirmière et lui a demandé s'il pouvait lui emprunter 100 yuan. La fille a immédiatement donné l'argent au garçon et il a immédiatement remercié l'infirmière pour cela. Le garçon expliqua qu'il s'appelait Xia Tian. Il était un combattant pour la justice et aidait les nécessiteux, sans rien demander en retour. Il expliqua cela à ceux qui l'entouraient et, souriant, leur dit au revoir en se dirigeant vers la porte. Les garçons ont encore perdu leur mâchoire et l'infirmière a dit que c'était une personne très étrange. Devant nous s'élève la spacieuse et belle ville de Jianhai. Le garçon dit s'appeler Xia Tian et avoir 19 ans. Il ignorait qui était sa mère et, à 14 ans, son père mourut. Depuis, il vit chez sa cousine, et quand celle-ci est partie à l'université, elle a acheté une maison à côté de l'école. Le garçon est allé sonner, mais elle n'était pas là. Sa cousine s'inquiétait de sa sécurité et lui a permis de vivre avec elle dans la même maison. Sa cousine est riche, mais il n'a jamais compté sur elle. Il a le fonds d'urgence de son père sur son compte et gagne son propre argent pour les dépenses quotidiennes en travaillant à temps partiel. Même s'il gagne un peu plus de 2000 yuan par mois, comme il ne travaille pas à pleine capacité, il se sent très fort. Le personnage principal s'est approché de la boîte et, en l'ouvrant, a vu une amulette qui brillait d'une lumière bleue. À côté de l'amulette se trouvait une note indiquant que s'il avait un problème insoluble ou était gravement blessé, il devait la porter. Sa mère lui avait laissé cette amulette. Le protagoniste a décidé que l'accident était considéré comme une blessure grave et l'a immédiatement mis puisque son père lui a laissé cette note. Soudain, lorsque le garçon ouvrit les yeux, il regarda son corps et remarqua que sa blessure était guérie. Il était tout simplement sous le choc et c'était tout simplement incroyable. Le garçon décida de prendre une douche et de se détendre. Il fut très surpris et beaucoup d'énergie apparut dans son corps, ce qui le rendit très heureux. Lorsque le garçon est entré dans la douche, il a été encore plus surpris car une fille en sortait. Le nom de la fille était Bing-sin, et elle sourit et mit une serviette, disant que la douche était très rafraîchissante. Avant d'avoir eu le temps de quitter la pièce, elle regarda le personnage principal avec surprise. Le garçon se tenait face à elle, lui aussi très surpris. Puis il recula brusquement. Il ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et demanda ce que la jeune fille faisait chez lui. La fille ne s'attendait pas non plus à cela et, rougissant un peu, attrapa immédiatement la serviette avec ses mains. Elle ferma les yeux et commença à crier, et son visage devint encore plus rouge. Xia Tian rougit également et demanda ce que la fille en faisait dans sa maison. Il y eut un autre cri et une autre fille, Ye Qingxi, accourut et demanda à Bing-shin ce qui s'était passé. La reine Yexi a demandé au garçon quand il serait revenu, car elle ne l'avait pas trouvé de toute la journée. Il repensa à ses filles qui étaient là restées à la maison toute la journée. La farce avait demandé à Bing-shin de se calmer, car il était son cousin. Le personnage principal, tenant sa tête dans ses mains, pensait à quelque chose et rougissait. Soudain, les yeux du garçon changèrent et quelque chose tinta en eux comme un signal. Il y eut un éclair brillant, blanc comme neige, et c'était comme si quelque chose avait changé chez Xia Tian. Pendant ce temps, les filles se tenaient l'une à côté de l'autre et se regardaient dans les yeux d'un air interrogateur. C'était comme si la planète s'était retournée dans leur monde, et ils ont unanimement qualifié ce type de scélérat. Le garçon remarqua qu'il avait maladroitement dit quelque chose. Ye Qingxi lui demanda alors s'il avait vraiment jeté un coup d'œil, et elle ne s'attendait pas à ça de sa part. Le protagoniste s'est exclamé en réponse qu'il savait qu'il avait fait une erreur et a décidé d'activer les signaux d'information. La fille marchait déjà vers lui, prête à frapper au plus vite. Le temps ralentit et il vit des indices pour attaquer. C'est comme s'il lui disait comment contre-attaquer et il aime vraiment cette méthode et cette capacité. Xia Tian a continué à dire à la fille qu'elle ne l'attraperait jamais et à esquiver ses coups avec beaucoup de dextérité et d'habileté. Ye Qingxi s'exclama qu'elle devait lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Le protagoniste continua de la calmer et de l'arrêter. Bing-sin apparut soudain et s'exclama qu'il était mort en s'approchant de lui. Pendant ce temps, Ye Qingxi lui donna un coup de pied accidentel dans les fesses. Xia Tian s'excusa d'avoir outrepassé ses limites.
Ye Qingxi demanda au garçon de ne plus laisser cela se reproduire. Le lendemain matin arriva, ensoleillé et lumineux. Après avoir été guéri par le collier, le protagoniste se sentit incroyablement fort et détendu. Son corps est également beaucoup plus léger et plus fort. Auparavant, il pouvait à peine faire 20 pompes. Un des hommes a demandé au jeune homme s'il était militaire, car il avait constaté sa forme physique. Ce matin-là, il avait fait une centaine de pompes d'affilée sans ressentir la moindre fatigue. Le garçon expliqua au vieil homme qu'il n'avait jamais servi dans l'armée et qu'il n'avait que 19 ans. Le vieil homme fit remarquer qu'il n'était pas facile d'être en si bonne forme physique sans être soldat. Il a demandé au jeune homme s'il voulait s'entraîner avec lui. Le garçon a répondu qu'il ne pensait pas que ce soit nécessaire. Le vieil homme lui demanda alors s'il avait peur de le blesser, et lui demanda de regarder plus attentivement. Il se leva et posa sa paume vers l'avant, droit devant lui. Il y eut un éclair puissant, et le protagoniste observa de très près les événements qui suivirent. Le vieil homme dit que ce coup s'appelait la main du Bouddha. Le garçon demanda alors si la paume de la main était une inscription de Tai Chi. Il voulut alors demander au vieillard de lui donner une leçon. Le vieil homme répondit que c'était bien, qu'il n'était ni arrogant, ni impatient, ni un élève rare. Xiatien serra les poings et commença à s'approcher de son adversaire le plus rapidement possible. Le vieil homme l'attendait déjà, mettant ses mains devant lui pour bloquer le coup. Avant que le garçon ait eu le temps de s'approcher de lui, il avait déjà volé loin en arrière, car le vieil homme avait utilisé un mouvement très intelligent et incroyable. Le personnage principal voulait également éviter de perdre la face, et a tenté d'esquiver le coup intelligent. Le vieil homme trouva ce saut périlleux très beau. Le garçon pensa que ce vieil homme n'était pas un faible, et qu'il valait mieux l'attaquer sous la ceinture. Le garçon sauta aussi haut qu'il le pouvait, et donna des coups de pied aussi forts qu'il le pouvait. Mais le vieil homme était vraiment adroit et esquiva le coup, pensant que le garçon était vraiment fort. Xiatien esquiva le coup suivant et soudain le vieil homme le frappa de la main. Le garçon remarqua que son corps semblait invulnérable. Peu importe la manière dont il l'attaquait, il était capable de renvoyer chaque coup et chaque mouvement. L'apparence du personnage principal a soudainement changé, et il a commencé à utiliser l'activation. Le vieil homme s'exclama en levant la jambe que ce coup de pied s'appelait le pied invincible de la Baïra. Le regard du garçon a soudainement changé et il a commencé à utiliser une frappe de dragon. Puis le vieil homme prit à nouveau une pose différente et demanda à attendre un peu, car c'était le coup du légendaire dragon à 18 pattes. Où sont ces créatures paresseuses? Et là, elles continuent à agiter leurs poings sans s'arrêter. Le vieil homme fit un autre geste de la main et demanda au garçon d'attendre un instant. Il expliqua que c'était la main du dragon légendaire. Le personnage principal décide alors d'appliquer ces méthodes et d'utiliser également la paume légendaire de la seule première forme. Il s'approcha du vieil homme le plus rapidement possible avec un autre coup, mais il l'esquiva à temps. Xiatien voulait utiliser l'hyperdragon, mais l'homme demanda au jeune homme s'il n'avait que cela. Le garçon s'éleva alors aussi haut qu'il le pouvait dans les airs et commença à utiliser des coups fantomatiques. Le vieil homme demanda de ne pas faire cela et s'exclama que ce n'était pas assez rapide, bloquant à nouveau les coups. Le personnage principal était très surpris et regarda attentivement son adversaire, rencontrant son regard. Il commença à utiliser de nombreuses bonnes formes du dragon volant, ainsi que du bègue céleste, après quoi la 5e forme du dragon céleste fut déjà utilisée. Le vieil homme remarqua l'incroyable vitesse de réaction du garçon et demanda si une telle chose existait. Le garçon a alors avancé ses paumes et a utilisé la 18e forme. Le vieil homme décida qu'il était l'un des millions de maîtres suprêmes et vit un dragon devant lui. Le personnage principal a mis sa paume devant lui et le vieil homme, effrayé, a soudainement crié très fort. Ce dragon, dont il avait sérieusement peur, illuminait ses yeux. Le vieil homme serra soudain les poings et cria qu'il se rendait. Il demanda à son jeune frère comment il s'appelait. Le garçon répondit qu'il s'appelait Xiao Tian. Le vieil homme s'exclama alors qu'il pouvait simplement l'appeler Fang Lao. Il voulait savoir comment le cadet avait réussi à ruiner le tai chi de son aîné. Xiatien répondit que le cadet avait simplement eu de la chance, que c'était un pur hasard. Il avait simplement décidé de jouer le jeu de son aîné. L'homme s'exclama que les talents se transmettaient de génération en génération. Il avait aussi un caractère formidable et savait faire preuve de respect. Il pouvait venir à Greenwood Villa après une promenade et dire qu'il était venu voir Fang Lao. Le garçon remercia immédiatement le vieil homme et lui dit qu'il avait des affaires à régler et qu'il allait donc partir. Mais pour une raison inconnue, le vieil homme lui demanda d'attendre un peu. Il expliqua qu'il possédait des pouvoirs magiques encore plus étonnants. Si le garçon voulait les apprendre, il le lui vendrait aujourd'hui pour 10 yuans à prix réduit.
Le vieil homme demanda comment ça allait, mais le garçon s'enfuyait déjà et s'exclama qu'il ne voulait plus voir ce vieil homme. Pendant ce temps, à la maison, 2 filles dormaient l'une à côté de l'autre, se serrant l'une contre l'autre. Le protagoniste a demandé à sa cousine si elle était prête à aller à l'école et a dit que le petit déjeuner était dans le salon. Le garçon pensait passer l'examen d'entrée à l'université, mais il n'était pas allé à l'école depuis 2 semaines. Il lui restait encore 10 jours avant l'examen. Derrière lui, les filles chuchotaient, demandant si c'était Xiatian qui avait disparu depuis 2 semaines. L'une des filles répondit que oui, pensant qu'il s'était suicidé après être tombé amoureux. Pendant ce temps, une fille nommée Wenya s'appuyait contre son bureau et affichait un large sourire. Le garçon réalisa qu'elle était son ex-petite amie. Les élèves ne comprirent pas jamais pourquoi elle était de la 2e génération de Xu Shao, née dans une famille pauvre, pensa-t-il. Elle avait dû apprendre la valeur de l'argent après avoir rencontré cet homme. Même s'ils avaient tous les deux travaillé toute leur vie, ils ne pourraient pas se comparer aux dépenses de ce type pendant une année entière. L'amour n'a toujours pas pu résister à la dure réalité, et la jeune fille s'est sentie un peu triste en le voyant. Les filles ont commencé à parler d'un gars nommé Xiu Chung-shui qui est arrivé, et a demandé à Wen de voir ce qu'il lui avait apporté. La fille elle était ravie et s'exclama qu'il était tout simplement incroyable. Les autres étaient extrêmement jaloux, et le garçon la remercia pour le compliment. Soudain, il désigna le protagoniste et demanda si c'était Xiatian qui se trouvait devant eux. Il dit qu'il pensait s'être suicidé, prisonnier de l'amour. Soudain, un type s'est approché de lui et s'est mis à lui verser une bouteille d'eau sur la tête. Même une femme ne peut pas le protéger, et à quoi bon bien étudier. Le gaz a soudainement ri et sa petite amie l'a invité à aller manger avec elle. Xiu Chung-sui lui a demandé s'il était venu ici pour le faire taire et pourquoi il l'avait toléré si longtemps. Dans ce cas, il lui a demandé de venir le frapper s'il l'osait. Le gars a dit que s'il le touchait, il demanderait à l'école de l'expulser, et qu'il ne pourrait alors plus y étudier. La fille serra les poings et s'exclama que c'était fini, que c'en était assez, qu'il fallait manger, mais il ne lâcha pas prise et, les poings serrés, lui demanda de regarder ce perdant. Il a continué à rire très fort, et le personnage principal l'a regardé comme s'il était un stupide scélérat. Xiu Chung-sui a tellement ri que toute la classe s'est retournée pour regarder son rire. Il a continué à rire, et a demandé à tout le monde autour de lui de simplement regarder cet idiot. Soudain, une fille avait apparu et lui a demandé d'arrêter immédiatement, et il s'est immédiatement tourné vers la fille. Chili se tenait devant lui et lui demandait qui lui permettait de se comporter ainsi dans la classe de sa tante. Le garçon vit devant lui la sœur aînée de sa classe qui venait d'arriver. Il ne sait pas quel genre de famille aurait le culot de contredire cette fille. Non seulement les enfants des riches, mais toute l'école, absolument personne n'ose lui être hostile. Les antécédents de sa famille sont extrêmement dangereux. Certaines personnes ignorantes ont payé pour leur comportement devant elle et n'ont bientôt plus été vues à l'école. Le gars s'est soudainement exclamé auprès de Chili que ce n'était pas ses affaires, et il lui a conseillé de s'occuper de ses affaires. La fille s'est alors mise en colère et lui a demandé ce qu'il ferait si elle intervenait. Elle s'est approchée le plus près possible et le gomo, se retrouvant à côté d'elle, a baissé son regard vers le bas. Soudain, il se tourna vers elle et lui dit qu'elle venait de lui marcher sur le pied, puis il se tourna de nouveau vers la fille et lui demanda si elle voulait bien retirer sa jambe. Mais Chili parut totalement imperturbable. Le garçon s'est approché d'elle et lui a demandé si elle pouvait l'entendre. Mais elle est restée silencieuse. La jeune fille a dit au protagoniste qu'elle le défendait. Mais en réponse, elle n'a montré aucun respect, se demandant comment il osait faire une chose pareille. Xiatian a rétorqué qu'elle l'avait mal compris. Xiu Chung-shui fit soudain remarquer qu'après tout, c'était son domaine, mais il ne s'attendait pas à ce que la sœur aînée d'une école de Shanghai soit incapable de résoudre les problèmes de sa classe. On dit que cette personne est un échec scolaire. En partant, l'homme a dit qu'il n'interviendrait pas dans son combat. Chili a dit à Xiu Chung-tsu qu'elle s'occuperait de lui immédiatement après. Elle demanda au garçon à quoi bon prétendre être un élève assidu. Non seulement il était incapable de réagir aux brimades, mais il osait aussi se montrer insolent envers celui qui le défendait. Xiatian sourit et dit à la fille qu'elle avait mauvaise haleine. Elle lui dit ensuite qu'il l'agaçait et lui demanda s'il pensait qu'elle allait le frapper. La fille serra le poing et dit au garçon, l'appelant un enfant, qu'il n'avait pas encore vu ses poings. Le garçon lui a alors demandé si elle avait mangé du tofu. Ses amis lui ont demandé s'il pouvait le faire pour elle et régler le problème. Chili a soudainement avancé sa main et a demandé à tout le monde de rester sans se battre et de partir immédiatement. Pour une raison inconnue, elle se retourna, attrapa ses filles et rit doucement en s'apprêtant à partir. Puis le garçon lui demanda si c'était tout. Le professeur est apparu et a expliqué que la leçon était sur le point de commencer et que tout le monde devait se préparer pour le test pratique.
Un cahier est apparu sur la table et le professeur a décidé de commencer la leçon le plus rapidement possible. Chili a dit à ses filles, qui étaient avec ses amies, de se dépêcher de passer l'examen pour ne pas perdre leur avance. Les filles ont immédiatement écouté leur sœur et elle a dit que personne ne prendrait sa première place, en riant. Pendant ce temps, c'était déjà l'heure du cours et le professeur se promenait dans la classe. Soudain, le protagoniste regarda vers l'avant et s'exclama que cela ne pouvait pas être possible. Le gars tenait un stylo dans ses mains et il pensait que c'était incroyable et tout simplement impossible. Les solutions à tous les problèmes apparaissent immédiatement dans sa tête et cela se produit si rapidement qu'il n'a même pas besoin de compter quoi que ce soit. Et maintenant, 1 heure et demie s'est écoulée, la leçon est terminée et les enfants ont regardé attentivement le personnage principal. Il était déjà libre et tout le monde s'est exclamé « C'était tout simplement incroyable et vraiment cool ». Xiatian a terminé bien trop tôt. Van Sanvelaar, Le garçon s'est approché du professeur et lui a tendu une feuille, annonçant qu'il avait terminé. Il a demandé s'il pouvait suivre d'autres cours. L'enseignante fut très surprise et dit qu'elle vérifierait d'abord. La fille rougit et dit que ce n'était pas possible, que le brouillon n'avait pas été touché et que toutes les réponses étaient absolument correctes. La femme a continué à regarder les notes du garçon et à lui donner des notes parfaites. Les garçons furent également surpris d'apprendre que le garçon avait déjà terminé le reste des tâches. Ils dirent que Xiatian était absolument impressionné par sa rapidité. L'enseignante a demandé à tous les élèves d'observer et d'apprendre de l'exemple de ce garçon, car il était le génie de leur école. La femme a demandé au garçon de la suivre et lui a dit de ne pas déranger les autres élèves pendant qu'ils terminaient leur travail. Un type s'est arrêté devant le personnage principal et a demandé si c'était vraiment Xiatian qui rendait la tâche avant tout le monde. L'homme s'est exclamé qu'il n'avait toujours pas résolu leur problème. Il avait une batte à la main et plusieurs autres hommes derrière lui pour le soutenir. Il a dit à Xiatian qu'il avait entendu dire qu'il n'avait même pas touché Wenya. L'homme a dit au protagoniste qu'il avait entendu dire qu'il n'avait même pas touché Wenya. Il devrait avoir honte, car elle est tellement belle. L'un des gars leur demanda de regarder devant, car c'était Xiu Chongtsui et ses 4 combattants Vajra qui les affronteraient, et était-ce vraiment ce même Xiatian ? Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait eu l'audace de s'en prendre à lui. Ce serait très intéressant. Une des filles demanda à Chili si elle pouvait en l'aider. Elle lui demanda de le laisser tranquille et de le laisser souffrir de ses erreurs, et seulement alors elles interviendraient. Le garçon pensait pouvoir faire ce qu'il voulait, mais on ne pouvait pas lui dicter sa conduite. Obsédé par son ancien amour, il mourut dans un accident de voiture, coupant ainsi tout lien avec cette femme. Xiu Chongtsui a déclaré qu'il n'avait aucun droit de rivaliser avec lui pour une femme. Ça l'irrite tellement que les gens osent toucher à ses jouets. Il claqua des doigts et demanda au garçon de s'en occuper rapidement. Le gars a pris le gourdin sur son épaule et s'est exclamé que lui, le scélérat, avait jeté son dévolu sur la fille de train de leur frère et qu'il cherchait vraiment la mort. Puis le gars a dit au mec qu'il devrait ramper jusqu'à la maison aujourd'hui. L'un des hommes, une cigarette entre les dents, a donné l'ordre au garçon de s'incliner et de demander grâce à son frère. L'autre grimaça et serra les poings, s'exclamant que son frère n'épargnerait personne. Les gars autour continuaient de rire et le personnage principal regardait attentivement son adversaire. Le gars n'a pas lâché la batte et s'est déjà approché du garçon le plus rapidement possible. Il a balancé la batte de toutes ses forces au-dessus de la tête de Xiatian et a dit qu'il lui ferait sauter la cervelle. L'expression du garçon a changé et ses yeux ont commencé à briller en vert. Lorsque son adversaire s'est approché, il a très habilement esquivé le puissant coup de la batte. L'ennemi ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et a été très surpris par une telle dextérité du personnage principal. Le gars a avancé sa main, montrant un certain signe et se préparant à une nouvelle bataille. Xiatian, lorsqu'il a sorti ses 2 doigts, a commencé à s'approcher de son ennemi. Il regarda attentivement ses 2 doigts et n'eut pas le temps d'esquiver son coup. Les gars ont demandé à leur frère s'il allait bien. Il s'est mis à crier, les yeux fermés. Les gars étaient furieux parce qu'il avait osé frapper leur frère dans l'œil. L'un d'eux a crié que c'était un mauvais coup et qu'ils allaient lui couper les doigts. Les gars ont continué à l'insulter et, criant « Meurs !», ont commencé à s'approcher de l'ennemi le plus rapidement possible. Ce type avait-il vraiment pu battre les élèves de Xiao Chongtsui ? Tout le monde se demandait qui il était, et il semblait que l'un d'eux se souvenait de lui. C'était l'un des élèves les plus exemplaires. L'ami de Chili a dit que cet élève était plutôt bon, et les filles se sont exclamées qu'il était vraiment cool. Est-il un artiste martial légendaire, et a-t-elle toujours voulu être un héros ? Chili s'est exclamé que s'il lui enseignait son kung-fu, son rêve deviendrait enfin réalité.
Lorsque Chili s'est approchée du personnage principal, elle a dit que ce type était trop beau. L'un des garçons lui demanda ce qu'il faisait et leur demanda de ne pas l'approcher. Un autre dit qu'il n'aurait jamais cru qu'on donnerait à Xiao Chongqui ce qu'il méritait, et rit. Ils remarquèrent que cet homme était tout sauf simple. Le personnage principal a demandé à l'un des garçons ce qu'il faisait et lui a demandé de faire attention où il mettait les pieds. Xiao Chongqui, terrifié, lui demanda quel genre de ruse il utilisait. Il s'exclama qu'il ne s'en tirerait pas. Il a continué à avertir le garçon qu'il le regretterait s'il l'attaquait. Chili interpella le protagoniste et lui demanda d'arrêter. Mais le garçon commença à simuler la surdité. Elle a commencé à crier qu'il avait effectivement tout entendu et l'a attrapé et lui a demandé d'arrêter immédiatement. Le garçon répondit qu'elle en avait déjà assez de lui et qu'elle essayait de lui échapper. C'était trop de sa part. Chili s'excusa soudain auprès de lui. Xiatian répondit qu'il ne l'avait même pas touché et lui demanda de le laisser tranquille, car c'était elle qui l'importunait. Les gars lui demandèrent en qui il était, non seulement en train de tabasser les 4 grands, mais aussi de tripoter Chili, et s'il était seulement humain. La fille s'arrêta, réfléchissant à la signification de ces mots. Pendant ce temps, le garçon la fuyait déjà. Mais elle le saisit à nouveau et s'exclama qu'il ne le lâcherait pas tant qu'il ne lui aurait pas appris le kung-fu. Xiatian lui demanda de le lâcher d'abord. Il demanda s'il ressemblait à un maître de kung-fu et pourquoi tout le monde pensait qu'il connaissait le kung-fu. Après tout, il frappait tout le monde au hasard. La fille fit remarquer qu'il lui ressemblait bien sûr et qu'il avait été si dur avec les garçons de Xiao Chongqui. Il était censé être battu, mais c'était l'inverse. Le garçon lui demanda de partir et la fille accepta aussitôt, demandant au maître de l'attendre, mais quand parvint-il à devenir son maître ? Pendant ce temps, l'homme raconta à maître Feng qu'ils avaient en tout découvert à son sujet et que le vieil homme avait demandé un rapport. Le garçon commença à expliquer que Xia Tian était un jeune homme de 19 ans, que sa mère avait disparu après sa naissance et qu'il avait perdu son père dans un accident à 14 ans. Il est maintenant lycéen à Shanghai avec d'excellentes notes et, il y a 2 semaines, il a sauvé la vie de la fille de Zheng Ru, président de l'une des 4 grandes familles de Shanghai. Il a finalement quitté l'hôpital sans accepter son argent et vit désormais chez son cousin, gagnant sa vie grâce à un travail à temps partiel. Le vieil homme m'a demandé de me renseigner sur ses parents. L'homme expliqua que tout était crypté. Son père et sa mère avaient un niveau de sécurité, donc il n'y avait pas accès. Il semblait que les sables mouvants l'avaient remarqué, mais ils n'avaient encore rien fait. Le vieil homme dit que Shanghai n'était plus un endroit sûr et qu'il devrait lui aussi partir. Il lui demanda de rester ici pour le protéger et de tuer quiconque oserait le toucher. Pendant ce temps, le groupe d'assassins numéro 1 est enlisé. Le garçon demanda au seigneur quand ils attaqueraient et il répondit que le moment n'était pas encore venu et qu'il fallait le surveiller. Dès qu'ils auraient trouvé les enregistrements secrets, ils devraient en partir. Chili était trop excitée et serra les poings et s'exclama qu'elle voulait vraiment que le maître lui enseigne le kung-fu. Et maintenant, ils ont déjà commencé à se battre et la fille a couru vers lui aussi vite que possible après cet incident avec l'attaque. Après cela, il devint célèbre dans toute l'école et le professeur nomma Xiu Chongcui responsable, ce qui lui valut une sanction disciplinaire. Tout le monde parlait de son désir d'être son petit frère et de son idole. On parlait aussi du premier garçon qui avait tabassé les harceleurs et qui était devenu lui aussi un harceleur. Mais le pire, c'est qu'il est maintenant poursuivi par des idiots. La fille sautait d'avant en arrière, suppliant le maître de lui apprendre rapidement le kung-fu. Elle le suivit, puis revint vers lui et demanda au maître de lui apprendre le kung-fu. Cela s'est répété plusieurs fois. Et la fille lui a apporté de la nourriture et des boissons et lui a demandé encore et encore de lui apprendre le kung-fu. Cela s'est également produit dans les toilettes de l'école lorsqu'il est entré et qu'une fille est entrée et lui a demandé de lui apprendre le kung-fu. La phrase résonna dans sa tête et il se prit la tête dans les mains, des gouttes de sueur perlant. Il continuait d'expliquer qu'il n'était pas son maître et ne connaissait que ces 2 techniques. Mais la jeune fille continua à dire qu'elle n'aurait rien à transmettre à ses descendants. Elle demanda à être emmenée rapidement pour apprendre le kung-fu. Le garçon lui demanda ce que signifiait « prendre ». La jeune fille répondit que le maître l'épouserait immédiatement et qu'il pourrait alors lui transmettre son kung-fu. Xiatian a dit à Chili qu'elle avait l'air d'une perdante et qu'il n'allait pas épouser quelqu'un qui s'habillait si mal. Chili a continué à se mettre en colère et s'est exclamée en regardant le garçon que c'était du style hip-hop. Elle a essayé d'expliquer qu'il s'agissait d'un nouveau mouvement et à quoi cela servait si elle ne savait pas rimer. La jeune fille continua de demander au maître de lui enseigner le kung-fu et lui dit qu'elle le servirait éternellement. Personne ne pourrait arrêter la vitesse de la main magique et il conquérait le doyen de Shanghai avant de l'épouser.
Elle continua de parler de la nouvelle école de rap de Shanghai. Le protagoniste s'exclama, en sueur, qu'il ne pensait pas être d'accord avec ça. Mais la fille répondit qu'il n'avait pas besoin de réfléchir, mais de ressentir. Le maître n'avait guère d'exigence et il se montrait au moins indulgent. La jeune fille l'exhorta à se satisfaire de ce qu'elle pouvait lui apporter, et il répondit qu'à l'occasion, il prendrait le temps de lui transmettre quelques gestes. La jeune fille en raconta au maître qu'il y avait des croquis, et lui demanda d'en effacer quelques-uns. Il se demanda s'il avait vraiment autant d'argent et fut submergé par l'excitation. Xiatian s'exclama « Si elle voulait le jouer, qu'elle le laisse tranquille, car il économisait pour s'acheter un nouveau téléphone portable. » Le garçon lui demanda d'arrêter de le suivre et lui demanda si elle le comprenait. Mais maintenant, il se demandait s'il pouvait percer les mystères du croquis. La fille se prit la tête dans les mains et s'exclama qu'elle n'avait rien gagné, que c'était juste un coup de malchance. Elle demanda au maître s'il allait jouer, mais le maître lui dit de le laisser tranquille. Soudain, un homme est apparu et leur a dit que les loteries n'étaient pas si simples et leur a demandé de continuer. Sinon, ils partiraient pendant sans gagner. Ce n'étaient pas que des enfants, rêvant de richesse, et il était inutile de perdre leur temps. Chili se tourna brusquement vers ce type et lui demanda comment il osait lui parler sur un tel ton. Soudain, le gars retourna le papier et expliqua à la fille que ce garçon avait gagné 800 yuans. Elle s'approcha alors du maître et lui demanda comment les choses se passaient pour lui. Le gars lui serra la main et rit, disant qu'il avait simplement eu de la chance et que c'était la limite de sa chance. Le protagoniste avait déjà contacté le patron et demandé au gérant 800 yuan supplémentaires en billets. Chili lui demanda s'il savait qu'en gagnant, il perdait sa chance et qu'il devrait peut-être partir. L'homme pensait les apprécier et se faire rembourser leur défaite. Il a commandé des billets pour 3000 yuans. La jeune fille demanda silencieusement au réparateur de se calmer, car il voulait acheter un téléphone avec cet argent. Elle décida que c'était la fin. L'argent a donc commencé à affluer comme une rivière pour le personnage principal. Chili était tout simplement stupéfait par une telle chance. Le garçon s'approcha du patron et lui demanda de lui changer 15 000 $, ce qu'il accepta immédiatement. L'autre s'enfuit, jugeant sa journée désastreuse. Xiatian a demandé à la fille ce qu'elle faisait, et elle a répondu qu'elle respirait de l'air. Soudain, il s'est approché d'elle et l'a frappée à la tête avec sa main, la traitant de scélérat. Pour éviter d'être pris en flagrant délit de tricherie, il a acheté pour 3000 yuan de billets perdants. De cette façon, les gens penseront qu'il a gagné uniquement grâce à sa chance. Lorsque les gars se sont approchés d'un certain magasin, les employés les ont immédiatement salués. Ils ont immédiatement jeté un coup d'œil à ceux qui venaient d'arriver et ont commencé à parler entre eux de quelque chose. La femme expliqua que l'étudiant avait environ 1000 yuan sur lui et qu'il aurait besoin de préliminaires particuliers, donc il était à eux. Les filles commencèrent à dire qu'elles s'en fichaient et qu'elles devaient le laisser voir à quel point il était mal habillé. L'un d'eux a déclaré que le directeur avait raison et qu'il devait lui envoyer un nouveau stagiaire. En entendant cela, Xiatian a jugé que c'était trop dur. Une fille apparut devant eux, les salua et leur demanda quel téléphone ils souhaitaient voir. Elle lui dit qu'elle pouvait lui en proposer un avec un téléphone complet. La fille a continué à expliquer qu'ils avaient beaucoup de téléphones de ce genre et qu'il y en avait vraiment une douzaine ici. Puis le personnage principal s'est approché de l'un d'eux et lui a demandé de lui donner un téléphone avec la dernière version de la 5G. Il a demandé de lui donner le téléphone le plus cher possible, et les gars autour de lui ont été très surpris par cela. Le garçon a demandé un téléphone avec la dernière version 5G. La fille a alors expliqué qu'il coûtait 8000 $. Chili a demandé au réparateur si elle pouvait lui en offrir un, mais le réparateur a répondu qu'il n'avait pas besoin de l'argent des autres. Le gérant s'est exclamé qu'il s'agissait de leur produit phare et qu'il était très demandé. Il a demandé à l'étudiant s'il pouvait lui montrer le téléphone afin de le convaincre de l'acheter. Il a demandé à disparaître de sa vue et a dit au protagoniste que son visage ressemblait à celui d'un homme ayant eu un accident de voiture. La femme serra le poing et, traitant le garçon de connard, lui demanda ce qu'il venait de dire. Personne n'avait le droit de lui parler sur ce ton. Les filles parlèrent d'une sorte de magie financière. Xiatian a dit qu'il prendrait le téléphone et paierait par carte de crédit. La vendeuse lui a demandé s'il avait besoin d'applications, ce à quoi il a répondu non. Elle lui a dit qu'il pouvait les contacter à tout moment en cas de problème, le remerciant pour son achat. La femme s'approcha du frère de Biao et lui dit que c'était un orc qui l'avait insulté. Biao répondit qu'il la regardait comme s'il allait pas mourir puisqu'il avait osé insulter sa femme. Xiatian demanda à Chili d'observer attentivement et de se souvenir, car il ne lui montrerait qu'une seule fois. La jeune fille s'exclama au maître qu'elle attendait cela depuis si longtemps. L'homme serra le poing et, s'approchant du garçon, lui demanda d'arrêter d'être si arrogant.
Satan gifla Biao de toutes ses forces et lui ordonna de se reposer. Chili s'exclama que c'était très rapide. Elle a dit à son réparateur que c'était tout simplement inimaginable. Pendant ce temps, le garçon a répondu au téléphone de son cousin et lui a dit qu'il venait de perdre son téléphone et qu'il avait récupéré sa carte. Après quoi, il en avait acheté un nouveau. La jeune fille s'est exclamée qu'il n'était pas question qu'il l'utilise comme bouclier humain, puis il lui a demandé de lui envoyer l'adresse. Chili a immédiatement couru après son maître comme si elle le poursuivait, et lui a demandé où il allait, lui demandant de l'emmener avec lui. Le garçon lui dit de ne pas le suivre pour l'instant, et il lui montra 2 mouvements pour qu'elle puisse s'entraîner. Il lui promit que, si elle le suivait, il ne lui apprendrait plus jamais au rien. C'est l'un des endroits les plus populaires de Shanghai, regorgeant d'antiquités et d'autres raretés. C'est aussi un excellent endroit pour faire du shopping en ligne. La rumeur raconte qu'un jour, quelqu'un y aurait acheté une antiquité pour moins de 100 $ et l'aurait revendue pour des millions. Il y a beaucoup de monde ici, donc la sécurité c'est bonne. Beaucoup de gens veulent tenter leur chance ce jour-là, et certains demandent à jeter un œil. Presque tout ici est contrefait, et trouver quelque chose de vraiment précieux est rare. La plupart des gens se laissent berner par la publicité. Ces stands sont parmi les plus populaires et proposent des articles pour tous les goûts, mais la plupart sont tout simplement des contrefaçons ridicules. Le personnage principal est ici car c'est l'anniversaire de son cousin. Il doit trouver un cadeau approprié et, plus important encore, son cousin lui a demandé de se présenter comme son petit ami. Le garçon entendit les gens parler du vase de la dynastie Ming, des graines de Bouddha, de la porcelaine des grandes époques et de l'ancienne épée de la dynastie Qing. Le garçon pensait qu'il avait raison, qu'une chose vraiment valable absorberait l'énergie spirituelle du ciel au fil du temps. C'est pourquoi certains d'entre eux ont une aura si extraordinaire et soudain ses pensées ont été interrompues par une certaine voiture de luxe. Les gens se pressèrent autour de lui et lui demandèrent de regarder rapidement. C'était le chasseur de trésors, maître Xu Dewang en personne. Était-ce vraiment lui et cet objet était-il vraiment exceptionnel ? Les gens autour criaient en admiration. C'était tout simplement incroyable et une grande réussite. Les garçons demandèrent au maître ce qu'il avait amené ici, et ils purent au moins le voir en personne. Ce maître est l'un des historiens les plus populaires de Chine, et il tenait dans ses mains un grand et luxueux éventail. Xu Dewang connaît les antiquités de toutes les dynasties, et aide gratuitement les visiteurs à les identifier sur son site web. Il est sans conteste l'une des personnalités les plus influentes de First Street. Chaque fois qu'il vient ici, il choisit 3 personnes chanceuses pour trouver un trésor pour chacune d'elles. Autrefois, les nobles comparaient à leur vertu au jade. Devant nous se trouve un pendentif en jade représentant un nuage. Ce pendentif, en forme de nuage crochu et large de 19 cm, est conservé au Musée national du palais à Taipei. Un objet en jade datant de la dynastie Hongshang, qui prospérait dans le nord-est de la Chine il y a environ 6000 ans. Ce jade était placé sur la poitrine des défunts. Et la signification de sa forme, qui évoque un nuage et un oiseau, demeure un mystère à ce jour. L'homme a déclaré que la couleur rouge foncé ou brun rougeâtre du jade ancien est causée par l'oxydation du fer dans le sol ou dans les matériaux funéraires. Et ce jade est clairement un faux avec de la peinture, ce qui était visible au premier coup d'œil. Un vase en forme d'oreille de phénix de la dynastie Song se distingue également des autres, et il mesure 25 cm de haut. Superbe céladon façonné il y a 700 ans, son lustre n'a rien à envier à celui du jade. L'homme a toujours convoité le lustre artificiel du jade, et le céladon était le fruit de ce désir. L'esthétique orientale du vase avec des touches d'an subtiles, il dirait même les plus subtiles, des petites oreilles du phénix dans toute sa splendeur. D'autre part, ce vase est réalisé selon un modèle spécifique, ce qui rend le travail pas si délicat, bien que non moins habile. L'homme a continué à expliquer à tout le monde autour de lui le produit qui se trouvait sur le comptoir. Il y avait beaucoup de marchandises, et elles étaient en de formes et de compositions diverses. Sculpture en jade blanc représentant une double tête de dragon, longue de 12 cm, datant de la période des printemps, des automnes et des royaumes combattants. À cette époque, le jade était sculpté de manière plus complexe, et ce motif orné de 2 dragons et de tigres en est un parfait exemple. Les vassaux et les seigneurs se disputaient de tels ornements en jade pour démontrer leur pouvoir. Les motifs eux-mêmes peuvent être simulés autant que possible, mais la couleur est assez vive. Ce spécimen est assez intéressant et doit être l'œuvre du maître imitateur Fang Wendao. L'homme sourit.
prit l'éventail dans ses mains et dit qu'il ne pouvait pas se laisser tromper par de telles astuces. Il interpella le protagoniste, l'appelant « gamin », et lui demanda pourquoi il regardait le bord de la route. Il devait se dépêcher et laisser passer Maître Xu. Le garçon se tourna aussitôt vers lui. On lui demandait comment il avait osé s'opposer au maître et s'il n'avait pas appris à respecter ses aînés, Maître Xu était celui qui pouvait les enrichir. Les jeunes de leur époque ne savaient d'arien, et ici tout le monde respectait le maître et voulait lui céder la place. Comment cet insolent osait-il tergiverser plus longtemps? On le traitait de gamin. Soudain, le garçon courut au bon magasin, heureux de l'avoir trouvé. L'un des hommes du maître a déclaré que c'était ce qu'on attendait de lui et qu'il était très gentil avec la jeune génération. Le deuxième homme s'exclama que le gamin s'en était bien tiré. Pendant ce temps, il interrogeait le vendeur sur le choix. Le jeune homme expliqua que ce bijou était taillé dans le jade foncé du Tian occidental, un jade qui conserve son éclat au fil du temps. On le porte aussi régulièrement pour fortifier le corps. Xiatian lui demanda combien il voulait pour ce jade. L'un des serviteurs du maître dit que cela lui coûterait 8000. Si c'était quelqu'un d'autre, il ne l'aurait pas donné pour moins de 10 000. Xiatian dit que 8 c'était trop, et qu'il était encore lycéen et n'avait tout simplement pas cette somme. Le garçon pensait que c'était Maître Xu. Espérant que l'homme ne gâcherait pas tout et que l'argent était presque dans sa poche, il pensait que les bijoux ne valaient pas plus de 20 $ et que seul un imbécile se laisserait tromper comme ce garçon. Le garçon demanda alors au patron environ 200, car le jade était de toute façon faux. Le garçon répondit que son jeune frère avait l'œil vif, mais que le pendentif valait quand même au moins 500 ou qu'il pouvait aller l'acheter à quelqu'un d'autre. C'est bien 500, mais il veut ces pierres rondes en cadeau. Le jeune frère semblait vraiment pressé. Alors ils se mirent d'accord. Maître Xu s'approcha du jeune homme et lui dit qu'il manquait vraiment d'expérience en la matière et qu'acheter des bijoux à 20 $ pour de telles sommes était quelque chose que seul un enfant inexpérimenté comme lui pouvait faire. Le personnage principal se tourna vers le vieil homme, rigola et lui demanda s'il le pensait vraiment. Le trésor est déjà entre ses mains, il n'a donc plus besoin de ce pendentif et il le brise. Le vieil homme ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et, fermant les yeux, était couvert de gouttes de sueur. Xiatian tenait une pierre ronde et dorée dans ses mains et dit au vieil homme qu'il voulait simplement les anciennes reliques de Bouddha. Le garçon a continué à tenir la boule d'or dans ses mains et a dit qu'il avait besoin des anciennes reliques de Bouddha. Entre-temps, un peu plus tôt, l'homme avait dit que c'était bien et que cela valait 500, mais qu'il voulait ces pierres rondes en cadeau et qu'il était sûr que celui qui les fabriquerait leur serait bénéfique à tous deux. La lumière de ces petites pierres était différente de toutes les autres, ce qui signifiait que ces objets contenaient une aura accumulée au fil des ans. Cette lueur jaune ne signifie qu'une chose, ce sont les anciennes reliques de Bouddha, dont son père lui avait un jour parlé. Ces reliques n'apparaissent qu'à la mort d'un moine ayant atteint l'illumination. Et le vieil homme s'exclama que c'était absurde. Ne s'agit-il pas des pierres qui subsistent après la crémation, et certains croient encore en leur pouvoir? Le protagoniste a pensé au fait qu'on dit qu'il est un maître qui comprend les trésors. L'homme répondit que c'était bien vrai, et que personne dans cette rue ne le connaissait, lui, Xu Wang. Le garçon lui demanda s'il avait fait un petit pari et s'il proposait quelque chose ou s'il pensait avoir plus d'expérience. Il devrait peut-être comparer leurs compétences en évaluation de trésors. Il choisit 5 objets à évaluer. S'il se trompe ne serait-ce qu'une seule fois, il gagne. Le garçon demanda alors ce qu'il gagnerait s'il gagnait. S'il perd, il travaillera sur son compte comme un cheval personnel, et si l'autre perd, il lui achètera un trésor de son choix. L'homme dit qu'il n'avait pas besoin d'ouvrier, il voulait son œil droit en récompense de sa victoire. Les gens vont commencer à parler de ce qui se passait là-bas. Elle n'était pas là, et il était sûr de tout savoir sur le monde, et il a défié Maître Xu. Ils cherchent vraiment la mort, et il semble qu'ils vont assister à un spectacle amusant. Le grand-père demanda au jeune homme de prendre ce dont il avait besoin. Il devait faire face et agita à nouveau son éventail, 5 bijoux dont 2 en porcelaine et 3 en jade. Le vieil homme a dit que personne d'autre sur ce marché ne pouvait déterminer leur véritable valeur. Le personnage principal a regardé attentivement le vieil homme et lui a demandé de se calmer, car il y avait suffisamment de mots inutiles et il fallait recommencer. Le vieil homme sourit en retour et rata la cible, disant qu'il serait le premier de la file et que le vase avec la fleur de lotus blanche était devant. La porcelaine qui le compose lui confère une esthétique minimaliste. Son col large, se prolongeant par un col fin, et sa partie inférieure gracieuse crée une silhouette raffinée, reflétant beauté et élégance. Les célèbres vases en porcelaine étaient très prisés à la cour de la dynastie Ding.
Le lotus était sculpté à l'aide d'une technique spéciale au couteau en bambou qui atteignit son apogée sous cette dynastie. Est-il vraiment trop tard pour s'avouer vaincu? Le protagoniste a dit à Monsieur Xu que s'il était sûr que l'objet était faux, il pourrait peut-être le casser. Le vieil homme a dit que bien sûr si c'était un faux, cela ne valait toujours rien. Mais s'il cassait soudainement la vraie relique, il avait peur de devoir se séparer non seulement de son œil, mais aussi de sa famille. Après tout, il faut connaître la différence entre le ciel et la terre, et il sourit sarcastiquement, les gars parlant du fait que ce type n'était clairement pas lui-même et de ce qui se passait. L'a-t-il vraiment fait? Le vieil homme regarda le personnage principal avec surprise. C'était comme s'il essayait de comprendre quelque chose et continuait à regarder le garçon de plus en plus attentivement. Xiatian parla, sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un faux, fabriqué par maître Fang Guji, mais c'était impossible, signifiant que c'était un faux et qu'un autre était déjà en préparation. Devant nous se trouve une figurine en jade représentant une créature mythique de la dynastie Han, sous la forme d'un lion à 2 ailes. La noblesse et même l'empereur lui-même les plaçaient dans leur maison pour se protéger des mauvais esprits. Ils ont continué à parler du fait que tout cela n'était qu'un faux, et le vieil homme a serré le poing en parlant du troisième. Jade de la période des royaumes combattants, de 3 mm d'épaisseur et de 12 cm de diamètre. Le dragon au centre est sculpté comme s'il était sur le point de se libérer et de s'envoler. Outre la valeur du jade lui-même, la légende raconte que cette relique aurait été autrefois échangée contre pas moins de 15 villes. Les gens croyaient que posséder un jade aussi précieux leur permettrait de régner sur le monde entier. Le vieil homme demanda s'il pouvait parler de cette chose et regarda attentivement le garçon. Le personnage principal le regarda en réponse et serra les poings en pensant. Ses yeux s'illuminèrent d'une lumière verte brillante et il s'exclama que c'était un véritable trésor. L'un des gars a demandé si c'était un faux, l'autre a répondu que oui. Et comment une telle chose pouvait-elle valoir quoi que ce soit? Mais il est difficile de juger quoi que ce soit, car ce n'est peut-être pas un faux. Le maître s'exclama que c'était un véritable trésor, et il avait raison. Il pensa avoir acheté ce jade à une source fiable. Ce gamin a-t-il vraiment réussi encore une fois? Était-ce juste de la chance ou manigançait-il quelque chose? Il a réussi plusieurs fois de suite, et s'il devait noter de 1 à 5, il aurait raison. Le protagoniste a décidé que le vieil homme était assez bon pour lui donner un B solide, et il s'est intéressé à son nom. Le vieil homme transpirait déjà complètement, et des flots de sueur commençaient à couler sur son visage, et il commença à penser à la 4e chose. La 4e chose était ce bol à thé Tianmu. Serait-ce vraiment une contrefaçon? Les gars autour regardèrent attentivement ce qui se passait et ouvrirent la bouche avec étonnement. Xiatian lui tendit une boîte en bois et dit qu'il allait maintenant lui dire et lui demander si c'était un trésor. Xiatian tendit sa paume vers l'avant et demanda si c'était un trésor ou non. Après cela, il leva la main et, prenant la pierre dans son autre main, s'exclama que oui, c'était possible. Soudain, le vieil homme dit au jeune homme qu'il avait gagné et le laissa dire ce qu'il voulait. Le garçon remercia Maître Xu. Il appréciait le bracelet et le prenait. Il a effectivement tendu la main et a pris le bracelet, sur lequel, de manière inattendue, il y avait une goutte de sang dessus. C'était comme un cœur couleur sang, et le vieil homme pensait que c'était du jade sanglant. Quelqu'un dans la foule a dit à son jeune frère qu'il donnerait 1 million pour le bracelet. Un autre en voulait la somme colossale d'1,5 million, et un autre encore 2. Xiatian s'est exclamé qu'il n'était pas à vendre. Quelqu'un dans la foule dit que cet enfant manquait totalement de respect. Un autre lui demanda de ne pas croire qu'il avait vraiment gagné et que Maître Xu ne faisait que jouer le jeu. Un vieil homme s'approcha et lui demanda son nom. Il dit au garçon qu'il pensait qu'ils pourraient être de bons amis, et le protagoniste répondit en prononçant son nom. L'homme pensa que le pouvoir qu'il venait de démontrer était un coup de malchance, et qu'il devait être l'apprenti de quelqu'un. Xiatian pensait que Xu Dewang n'était pas le personnage le moins important de Shanghai. Peut-être pourrait-il même l'aider à résoudre le mystère de ses origines. Le garçon accepta et dit que c'était un honneur pour lui d'être l'ami de Maître Xu lui-même. Le vieil homme lui serra la main et s'exclama qu'il était flatté d'être appelé « petit frère ». Sa capacité à identifier les trésors était vraiment impressionnante. Il a demandé qui était le mentor d'un jeune homme aussi talentueux que lui, et le garçon a tourné la tête vers la voiture. Il y avait une voiture devant lui, quelqu'un était apparemment en train de faire le plein, et ils se tournèrent tous les deux dans sa direction. La sueur de Maître Xu coulait alors qu'il regardait l'homme remplir la voiture. Li Sang-kun apparut devant eux. Il demanda au garçon s'il s'appelait Xiatian et lui demanda de s'écarter un instant.
Chiatin demanda qui l'accompagnait. Le vieil homme répondit qu'il s'appelait Li Sang-kong. Il était le garde du corps personnel de Xu Qingha, le chef de la famille Xu. Li Sangqin a expliqué que son identité n'avait aucune importance. La conversation portera sur ses actions passées. Nous sommes donc rentrés 3 heures plus tôt. Devant nous se trouve la spacieuse villa de la famille Xu. Un homme a demandé au directeur Li s'il y avait du nouveau. Jushin Hase tenait là, l'air très sérieux, et on lui annonça que l'enquête n'avait rien révélé. Son fils souffrait d'insomnie et était de mauvaise humeur depuis longtemps. Il avait également vomi dans la salle d'examen en plein milieu de la séance. L'homme lui demanda s'il avait été empoisonné. L'homme a répondu que les tests n'avaient en montré aucune trace de poison ou de drogue, et qu'il ne restait littéralement plus rien à extraire de son fils. En une seule soirée, il avait perdu près de 5 kilos. Et si cela continuait, il risquait de mourir. Terrifié, l'homme s'exclama que c'était beaucoup. Le majordome mentionna que son fils venait de lui annoncer qu'il s'était disputé à l'école aujourd'hui avec un élève nommé Xia Tian. Il avait eu des nausées. Dès son retour, on lui demanda s'il avait envoyé quelqu'un, ce à quoi il répondit que oui, et que Sun était déjà parti avec 2 personnes. Lee Sang-kyun n'est pas du genre à être traité à la légère. Il a servi dans les forces spéciales. Avant de quitter l'armée, il a mené de nombreuses opérations militaires, mais a été contraint de partir suite à la perte de sa jambe gauche. Le garde regarda attentivement l'homme et s'exclama que dans ce cas, il n'y avait rien à craindre. Ce n'était pas ses affaires, et il valait mieux rester en dehors de ça ou ne pas lui reprocher son impolitesse. Maître répondit à San qu'il ne devait pas croire qu'il pouvait être aussi impoli avec lui simplement parce que Xu Qingha était derrière lui, et qu'après tout, il était son oncle. Avant qu'il ait pu finir de parler, ce méchant gars a demandé à ces deux-là de commencer. Les hommes serraient l'un les poings, et le protagoniste était derrière eux. Il s'exclama qu'aujourd'hui même, l'empereur ne pourrait pas l'arrêter. Xuqin-ha a commencé à s'approcher de plus en plus vite de son adversaire et à mettre son pied en avant. Il a essayé de donner un coup de poing et a balancé sa jambe juste devant la poitrine du gars à lunettes. Il a été touché directement à la poitrine et il a commencé à cracher du sang en fermant les yeux. Il a commencé à s'étouffer et le sang a commencé à jaillir dans différentes directions, éclaboussant et tombant sur le sol. Le gaz a fait son travail et il a posé sa souche directement sur le sol. Il s'écria en regardant ces scélérats qu'il avait tués d'un seul pied, qu'il y avait devant lui un tas d'immondices. Le maître remarqua qu'il semblait avoir sous-estimé ses capacités et craignait de ne pouvoir garantir sa sécurité. Il demanda au protagoniste de ne pas résister, car les cibles de Xuqing ne connaissent jamais une fin heureuse. Le garçon pensa que c'était là son plan. Profiter de cette occasion pour attirer son maître, qu'il considérait comme un vieux renard. Pendant ce temps, ce scélérat a traité le personnage principal d'enfant, et lui a demandé s'il voulait une invitation. Le vieil homme se retourna et demanda pardon à son jeune frère, disant qu'il avait essayé. Il se retourna et sourit, continuant à tenir son éventail dans ses mains. Le personnage principal se tenait déjà devant la foule, et l'un des gars a demandé aux autres de lui casser les jambes. L'un des gars, qui était l'assistant de ce type, a demandé à lui casser les jambes immédiatement. Ces voyous s'approchaient donc déjà du personnage principal quand soudain, il a activé sa capacité de perspicacité. Il a commencé à le frapper avec son poing. Mais le garçon a esquivé le coup puissant à temps. Xiatien l'esquiva et lui donna un coup de pied dans la poitrine de toutes ses forces, le faisant tomber encore et encore. Il avait un poing tendu qui s'illumina de rayons blancs brillants et qui frappa le gaz au visage. Le protagoniste lui a encore donné un coup de pied au visage et l'a frappé à la mâchoire de toutes ses forces. Il posa sa main sur son épaule et dit en souriant que l'échauffement était terminé. Et lui alors ? Le vieil homme pensait que le garçon pouvait non seulement distinguer les trésors des déchets, mais que ses capacités de combat étaient également à un bon niveau et qu'il était son mentor après tout. Le garçon s'exclama que ce n'était pas mal, même s'il n'était encore qu'un jeune homme. Mais il testera volontiers sa force et il place son arme juste devant le personnage principal. L'appelant un enfant, il croisa les bras sur sa poitrine et dit au garçon qu'il réagissait trop lentement. Xiatien esquiva à nouveau le coup et s'exclama que personne n'avait été touché avec une grimace. Le méchant a qualifié le protagoniste de scélérat et a déclaré que son arrogance serait sa perte. Xiatien a remarqué que son adversaire agissait très rapidement et que ses mouvements étaient les trop rapides comme l'éclair. Il réalisa qu'il pouvait voir ses attaques, mais son corps ne pouvait tout simplement pas suivre son esprit et c'était trop rapide. Le gars se sentait impuissant et sachant où il serait touché et ne pas pouvoir éviter cette attaque était trop cruel. Il essaya à nouveau d'esquiver le coup et pensa qu'il n'avait pas eu de chance. Le garçon a décidé que ses capacités de combat étaient trop faibles pour rivaliser avec lui. S'il avait pu apprendre quelques mouvements supplémentaires de maître Fang Lao,
Tout aurait été complètement différent. Le garçon n'avait jamais rencontré une vitesse aussi impressionnante auparavant, et il essaya donc de donner un nouveau coup de pied. Le gars s'est exclamé en regardant le personnage principal qu'il ne tarderait pas à mourir. Il a sorti une arme et s'est exclamé qu'il n'avait désormais plus que 5 secondes pour faire son choix. Soit il l'accompagne, soit il lui ramasse la cervelle. Quelles conditions a-t-il posées avant de lui braquer une arme? Le garçon se demandait quoi faire, et sa tête était vide. Il ne voulait absolument pas mourir. Le maître pensait que Xu Chin-ha n'était pas une personne avec qui on pouvait plaisanter et que ses mains étaient liées, mais c'est le légendaire roi estropié que tout le monde connaît, Lee Sang-kun. La bataille continua et les hommes en robe noire approchaient de plus en plus vite. Le garçon demanda si le sable devant lui était mouvant. Beaucoup le considèrent comme l'un des meilleurs combattants et qui aurait cru qu'il attaquerait un homme comme Xiatian. Lee Sang-kun répondit qu'il avait promis au maître de lui amener l'enfant. Et comment pourrait-il l'approcher? L'homme en robe répondit qu'il avait peur qu'ils ne puissent pas permettre cela et que leur chef avait des plans pour cet homme. Le personnage principal a immédiatement regardé l'homme qui portait la robe et lui a mis un pistolet sur la tête. Pendant ce temps, le maître se tenait également en face de lui et avait un éventail dans ses mains. Le combat moral continua et à ce moment-là, il réalisa que sa vie avait basculé. Ce n'est pas vraiment comme si sa vie avait basculé. Je ne dirais pas que c'était inattendu, mais qui peut être préparé à quelque chose comme ça? Lee Sang-kun a déclaré qu'il semblait avoir eu de la chance et qu'il avait utilisé ses 3 dernières balles. Soudain, il s'est détourné de tout le monde et a dit qu'il devait repartir le plus vite possible. Le personnage principal a été très surpris et a demandé qui ils étaient. Les hommes en robe lui dirent de ne pas se méprendre, mais sa sécurité ne les inquiétait pas. Il voulait les parchemins laissés par son père. Il conseille de ne pas recourir à des stratagèmes et de trouver d'innombrables moyens de se débarrasser de lui. Il n'a que 7 jours. Et s'il n'accomplit pas sa tâche dans ce délai, sa vie lui semblera pire que la mort. Les garçons dirent aussitôt au revoir au protagoniste, qui crut que quelque chose d'incroyable venait de se produire. Il se demandait quelle organisation était ce sable mouvant, et de quel parchemin il parlait, Han. Son père ne lui avait jamais rien donné de tel. Le vieil homme demanda à son frère Xiatian de le laisser l'y emmener. Le protagoniste tourna immédiatement la tête dans sa direction et dit qu'il devait se rendre au domaine de Tianhe. Et maintenant, devant nous s'élève un immense bâtiment en forme d'une large colonne. De couleur brique rouge, il semblait s'élever vers le ciel. Il y avait des tables, des chaises et beaucoup de monde. Les gens se tenaient là, discutant entre eux et sirotant des verres de différentes boissons. Soudain, une jeune fille descendit et la foule se mit à dire que Ye Qingshu était très belle. Elle était à la hauteur de sa 4e place à l'université de Shanghai. Les gars ont immédiatement félicité la fille pour son anniversaire et elle est devenue un peu gênée. Un de ses amis s'est précipité vers elle et s'est exclamé que Ye Qingshu ressemblait à une déesse et elle a immédiatement remercié Bingxin pour le compliment. Le gars tenait une boîte avec un cadeau dans ses mains et a commencé à féliciter la fille, pour laquelle elle l'a remercié. Une autre amie lui a offert le parfum Chanel numéro 5 et lui a souhaité un joyeux anniversaire. Le gars suivant a donné à la petite fille une paire de chaussures qui devrait lui aller parfaitement. Les gars ont continué à féliciter la fille pour son anniversaire. Bingxin s'est exclamé en regardant les boîtes qu'elle avait beaucoup de cadeaux et qu'elle était clairement populaire. La fille les remercia aussitôt pour les cadeaux, mais pour une raison inconnue, elle se sentit un peu triste. Bingxin s'est approché d'elle et lui a demandé ce qui n'allait pas et pourquoi elle était triste. Ye Qingshu soupira lourdement et regarda son amie avec un air triste. Elle est allée à la fenêtre et a demandé à son amie si elle pensait qu'il viendrait. Elle continuait à regarder au loin et ses yeux étaient ben tristes. Soudain, des pieds apparurent sur le seuil et un homme s'adressa à la chère mademoiselle Ye. Il lui baisa la main et dit que la jeune fille était très belle et qu'il voulait la demander en mariage. Quelqu'un dans la foule lui dit de ne même pas y songer, car elle était trop bien pour eux. Et qu'il voit, il y a plein de gosses riches ici prêts à se disputer son attention. Elle est trop belle et il donnerait la moitié de sa vie pour une fille comme elle. Soudain, tous les garçons se tournèrent vers la porte et s'exclamèrent que c'était lui. Nian Ling, l'un des 4 fils de Shanghai, est un étudiant récent. Il est également vice-président du conseil étudiant de l'université de Shanghai. L'un d'eux a déclaré être complètement amoureux de Ye Qingshu depuis qu'il l'avait vu à l'université de Shanghai. Les garçons étaient très curieux de savoir ce qui l'attendait cette fois-ci. Ce Wang Nianling n'était décidément pas quelqu'un avec qui il pouvait rivaliser. Lorsque Wang Nianling est entré dans la pièce, il s'est immédiatement tourné vers la fille. Il portait des vêtements élégants et des bottes hors de prix. Une fille entra également dans la pièce. Les gars ont commencé à parler d'elle quand ils ont remarqué qu'elle était également venue ici pour son anniversaire.
Ils s'exclamèrent qu'elle était bien la présidente du conseil étudiant. La jeune fille dit à Ye Qingxiu qu'elle était un peu en retard, mais qu'elle avait quelque chose pour elle de la part de son père. C'est sans aucun doute aujourd'hui qu'il peut voir deux beautés de l'université de Shanghai ensemble. Elle n'est qu'un rang plus bas que Ye Qingxiu. La jeune fille a offert à son ami un magnifique ensemble de calligraphie de la dynastie Qing, l'un des 4 trésors de sa famille. Les garçons furent très surpris d'apprendre que le passe-temps de la fille était la calligraphie et que c'était un don merveilleux. L'un d'eux s'exclama que c'était un trésor incroyable, valant une fortune. La fille lui demanda de ne pas s'inquiéter, car les affaires de son père étaient les siennes. Ye Qingxiu remercia aussitôt sa sœur. La fille s'est approchée de Wang Nianling, qui était un peu contrarié et en colère contre elle. Il s'est mis à genoux et a commencé à féliciter la fille, qui fêtait son anniversaire, pour lequel elle l'a immédiatement remercié. Il a remis à la jeune fille un énorme bouquet de belles roses et à l'intérieur du bouquet se trouvait une petite boîte. Le garçon commença à l'ouvrir et une bague étincela devant la jeune fille. Il dit à Ye Qingxiu qu'il l'aimait de tout son cœur et espérait qu'elle accepterait désormais son amour. Les filles autour de lui furent très surprises et lui demandèrent s'il était vraiment honnête. L'un d'eux remarqua que Wang Nianling maîtrisait parfaitement son jeu, et que même ses méthodes pour séduire les femmes étaient d'un tout autre niveau. Il semble qu'il soit passé à l'offensive, et personne n'a plus aucune chance. Aurait-il vraiment fomenté des plans pour lui voler sa petite amie ? À sa place, il ne penserait qu'à l'aider, car cela lui serait bien plus profitable. Elle accepta les fleurs, et il ne restait plus qu'à remettre la bague dans le bouquet, ce qui signifiait qu'elle acceptait, et c'était une excellente idée. Les garçons crièrent et supplièrent la fille d'accepter. Bing-shin s'est approché d'elle et a commencé à lui murmurer quelque chose à l'oreille, et elle a écouté attentivement. Ye Qingxiu ferma les yeux, rougit légèrement et réfléchit un instant avant de répondre. La fille, mais qui se tenait à côté d'elle et lui avait donné un kit de calligraphie, écoutait également attentivement et attendait, comme tout le monde, sa réponse. Soudain, quelqu'un apparut à nouveau sur le seuil et, s'excusant d'être en retard, commença à s'approcher. C'était le protagoniste qui, essoufflé, serra les poings et félicita Ye Qingxiu pour son anniversaire. Xia a couru dans la pièce aussi vite que possible et s'est excusé auprès de la fille pour son retard, après quoi il l'a immédiatement félicité. Wang Nianling est resté debout avec un bouquet de fleurs et a demandé à sa bien-aimée si quelque chose s'était passé. Mais elle s'était déjà détournée de lui et s'était dirigée vers le garçon qui venait d'arriver. Xia, souriant, lui expliqua qu'il y avait eu un léger retard en cours de route. La fille a dit qu'au moins il avait encore un peu de conscience. Elle a demandé au héros de l'événement qui il était, en pointant sa main vers le personnage principal. Ye Qingxiu s'est immédiatement approché de Xiatian et a expliqué à tout le monde qu'il était son petit ami. Wang Nianling était très surpris et ne comprenait pas ce qui se passait réellement. Les autres furent également très surpris. La fille dit au garçon que s'il ne jouait pas le jeu, il le retrouverait à la maison, mort et froid, et le garçon acquiesça. Les garçons ont demandé à mademoiselle Hox pourquoi elle ne leur avait rien dit au sujet de son petit ami, car cela aurait pu éviter bien des malentendus. Wang Nianling lui a demandé pourquoi elle ne leur avait pas présenté son petit ami. Il a demandé ce qu'il faisait et ce que faisait son père. Il n'avait peut-être même jamais entendu parler de lui, ni même pourquoi il était habillé ainsi. Ne savait-il pas qu'il allait à sa fête d'anniversaire et qu'il ne respectait clairement pas le code vestimentaire local ? Inutile de le comparer, il n'est même pas à la hauteur de Wang Nianling. Tous les invités étaient mieux habillés que ce simplet. La jeune fille dont se disait qu'elle avait simplement voulu se débarrasser de ces personnes importunes, en prétendant qu'il était son petit ami. Elle n'imaginait même pas que des gens puissent insulter Xiatian. Soudain, l'invité a demandé à tout le monde de se taire immédiatement et a demandé pourquoi il se souciait de ses vêtements. Bing-san a dit que, puisque tout le monde était là, il pouvait commencer la partie officielle de leur fête. La jeune fille demanda à son ami de fêter dignement son anniversaire et lui souhaita un joyeux anniversaire. Wang Nianling expliqua à Ye Qingxiu que les fleurs avaient été achetées spécialement pour elle. Xiatian s'est excusé et a dit que lui seul pouvait lui offrir des roses et a immédiatement serré la fille autour de la taille. Un bouquet de belles fleurs s'est envolé vers le sol et la boîte contenant la bague s'est également envolée sur le côté. Wang Nianling serra les poings et demanda ce qu'il allait lui donner. Ye Qingxiu, lui, a répondu qu'il avait déjà tout donné et qu'elle aimait le cadeau. Puis le gars a étendu ses bras sur le côté et lui a demandé ce qu'il lui avait donné. N'avait-il même pas apporté des fleurs pour son anniversaire ? Le garçon s'est approché de la fille par derrière et a commencé à attacher son médaillon, en disant que c'était en fait un cadeau
Wang Nianling rit très fort et s'exclama qu'il serait mieux s'il offrait un bouquet de fleurs plutôt que quelque chose comme ça. Ye Xingxuo dit qu'elle aimait vraiment ce cadeau et que peu importait ce que c'était, puisque c'était lui qui avait offert ce cadeau, soudain quelque chose a commencé à arriver à ce médaillon, et il a commencé à briller d'une couleur rouge vif. Après cela, des rayons blancs comme neige ont commencé à briller sur le cou de la jeune fille, et elle s'est exclamée que c'était tout simplement une beauté incroyable. Wang Nianling fut stupéfait en voyant la pierre de jade ensanglantée devant lui. Il se demanda comment c'était possible, sachant que leur famille n'en possédait qu'une seule, et même celle-ci appartenait à son grand-père. Puis le personnage principal sourit et demanda comment on pouvait se passer de fleurs pour un anniversaire. Il serra 2 doigts et fit une sorte de bruit avec ses doigts et demanda d'allumer la musique. Lorsque la musique a commencé à jouer, les filles ont immédiatement commencé à baisser leurs robes tandis que le vent les soulevait de plus en plus haut. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait et soudain, les gars ont commencé à arriver avec d'énormes boîtes remplies de fleurs. Il y avait beaucoup de roses rouges vifs autour de la fille et ils en comptèrent 9999. Les invités furent tout simplement choqués et restèrent bouche bée de surprise face à cette tournure des événements. Le personnage principal a commencé à danser avec la fille et lui a demandé de regarder rapidement par la fenêtre. Quand elle regarda par la fenêtre, elle vit le plus beau feu d'artifice dans le ciel. Le ciel était magnifique avec les feux d'artifice, un spectacle tout simplement incroyable. Les garçons disaient à quel point Ye Xingxu avait de la chance d'avoir ce gars, et si seulement il était libre, c'était tellement romantique. L'une des filles souhaitait, elle aussi, que quelqu'un fasse de même pour elle, afin de l'épouser sans hésiter. Ye Xingxu tournoyait avec le personnage principal. Il s'est rapproché d'elle et, après avoir organisé une scène aussi romantique, a félicité sa cousine pour son anniversaire. Après cela, la fille a remercié le garçon et ils se sont embrassés passionnément. Le cousin a dit que c'était juste pour le spectacle, et pourtant c'était son premier baiser. La fête d'anniversaire s'est poursuivie et les feux d'artifice dans le ciel étaient tout simplement magnifiques et lumineux, ce qui a apporté de la joie au cœur de la fille d'anniversaire et à tous ceux qui l'entouraient. La célébration a continué et un énorme et magnifique gâteau a été apporté de plusieurs étages. Bing-sin a soudainement attrapé un morceau de gâteau et l'a étalé directement sur le visage du protagoniste. Pendant ce temps, l'invitée était assise et dévorait le gâteau lorsque quelqu'un dit que personne n'osait la déranger. Xiatian a continué à divertir sa petite amie et ceux qui l'entouraient en lui montrant divers tours. Les garçons burent et le tintement des verres résonna dans la salle. Les invités continuèrent de féliciter la jeune fille pour son anniversaire. L'un des gars a demandé pourquoi les sables mouvants protégeaient ce garçon. Le chef répondit alors qu'il supposait qu'il avait un trésor sur lequel il voulait en mettre la main. Le garçon à lunettes remarqua qu'il semblait avoir sous-estimé cet élève. Dans ce cas, il lui demanda de parler à Maître Wang. Ce sera un peu plus cher que prévu, mais c'est toujours mieux que de perdre la vie. Pendant ce temps, les garçons s'étaient déjà dit au revoir tandis que Wang Nianling se tenait à côté de sa voiture et disait à Ye Xingxu qu'il la conduirait. La jeune fille le remercia et lui dit qu'elle voulait aller se promener avec son petit ami. Bing-sin fut très surprise en voyant la supercar devant elle. Wang Nianling a pointé du doigt le protagoniste et a dit qu'il ne ressemblait pas à quelqu'un qui possédait une voiture. Le garçon ferma les yeux lorsqu'il entendit ce que son adversaire venait de dire. Soudain, une voiture cool s'est arrêtée à leur hauteur et les gars sont restés bouche bée. Wang Nianling fut le premier à entendre le bruit des roues et tourna immédiatement la tête sur le côté. Bing-sin était tout simplement choquée, et cette voiture s'est avérée être beaucoup plus cool que celle de Wang Nianling. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver, et le cousin Ye Xingxu ne devait pas être si riche. Quel homme mystérieux il était. Wang Nianling a perdu la mâchoire et a demandé d'où venait le bâtiment Mercedes-Benz Limité. Le garçon a commencé à chanter la chanson de la dame et à dire qu'il était du coin, et qu'il l'a laissé essayer parce qu'il n'était pas dangereux et que tout le monde ne parlait que de lui. Wang Nianling serra les poings et s'exclama avec une grande colère qu'il ne laisserait pas cela se passer si facilement. Pendant ce temps, le garçon remercia le maître, l'appelant frère Xu. Le vieil homme répondit que tout allait bien et lui sourit. Ye Xingxu demanda à Xiatin ce que cela signifiait et lui demanda des explications. Elle lui dit qu'il pouvait reprendre le collier, mais le garçon s'exclama auprès de sa cousine que c'était son cadeau et qu'elle pouvait refuser si facilement. La fille répondit qu'il était tout simplement magnifique, mais qu'il l'avait visiblement volé et lui demanda de le rendre à sa propriétaire. Maître Xu a dit à la dame que la pierre de jade sanguinaire avait été achetée par Xiatian dans la rue des Antiquaires. C'est un trésor précieux, et il lui suffit de le nourrir de 3 gouttes de sang par mois. Au bout d'1 an, le pendentif commencera à nourrir son corps.
Xia Tian a dit qu'étant donné qu'elle ne perdait que 3 gouttes de sang par mois, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il ne supporterait pas que sa cousine se coupe à chaque fois. La fille serra aussitôt le poing et souleva le garçon par le revers de sa veste, lui demandant s'il avait surmonté sa peur. Bing-sin tendit les mains et demanda au garçon de se calmer. Ah sourit et dit que frère Xia Tian réfléchissait trop. La circulation sanguine, pendant ces périodes, est censée éliminer les toxines du corps féminin. Si du sang se déverse sur le pendentif, le jade noircira et finira par s'effriter. Les filles furent gênées par les paroles du vieil homme. Bing-sin a dit à Xia Tian que s'il pouvait deviner la couleur des sous-vêtements qu'elle portait, elle demanderait à Ye Qingxiu de l'épargner. Ye Qingxiu a immédiatement demandé à Laffitte d'arrêter et il a regardé attentivement Bing-sin. Le garçon lui expliqua que ses sous-vêtements étaient assortis à ses cheveux. Ce qui l'a surpris grandement, Xia Tian ne s'attendait pas à une telle audace. Ils lui ont alors demandé s'ils sortaient ensemble et le garçon s'est exclamé qu'il avait deviné juste à propos des sous-vêtements. Bing-sin demanda s'il parlait vraiment au hasard. Xia Tian répondit que oui. C'était pareil cette fois et il ne le voyait pas. Mais il avait encore raison, ce qui était très curieux. Le personnage principal se demandait si cette fille avait deviné sa capacité à voir à travers les objets. Soudain, le regard du protagoniste a changé lorsqu'il a regardé le camion qui roulait devant eux. À travers cela, il a vu qu'il y avait une fille avec un enfant retenu en otage, et autour il y avait beaucoup d'hommes avec des armes. Serait-ce vraiment un enlèvement et cette femme qui l'a approché à l'hôpital? Xia Tian a regardé de plus près et a vu que ces gars avaient en des armes et la fille qu'il avait sauvée. La petite fille était assise sur le sol, les mains liées et les larmes aux yeux. Xia Tian se tourna vers frère Su et lui demanda de se garer près du camion. Ye Qingxiu, surpris, lui demanda ce qui se passait. Xia Tian a continué à demander au vieil homme de rattraper immédiatement ce camion sur la route et il a appuyé sur l'accélérateur. Le garçon expliqua au vieil homme que la présidente du groupe Zhang Ming, Zhang Ru, avait été kidnappée avec sa fille et qu'il fallait appeler la police. Ye Qingxiu a dit à son ami qu'elle était probablement une magnat de Shanghai. Bing-sin lui a demandé comment c'était possible et comment il le savait. Le vieil homme demanda s'il valait la peine d'appeler ces hommes, et le garçon répondit qu'ils auraient vraiment de meilleures chances s'il y allait seul. Ye Qingxiu s'exclama que c'était trop dangereux et qu'elle désapprouvait ce plan. Xia Tian serra sa cousine dans ses bras et lui demanda de simplement lui faire confiance. La voiture roulait de plus en plus vite et était déjà complètement au niveau de cet énorme camion. Zhang Ru fut ligotée et interrogée sur leur identité. Elle demanda à être libérée et promit de leur verser le montant qu'ils demanderaient. Elle ne pouvait pas comprendre qui dans ce monde n'aime pas l'argent et des gouttes de sueur commencèrent à couler sur son visage. L'un des hommes a dit à Mademoiselle Zheng qu'il savait qu'elle était riche et qu'ils prendraient tous certainement l'argent, mais quand ils se sont approchés d'elle, ils lui ont dit qu'ils avaient des affaires à régler. L'un des hommes portait un masque de clown et riait, d'une manière très méchante et menaçante, en regardant la fille. La fillette s'accrochait à sa mère et lui disait, les larmes aux yeux, qu'elle avait très peur. La femme lui a demandé de ne pas avoir peur et lui a promis que tout irait bien. Elle s'exclama que le prix lui importait peu et qu'elle leur donnerait tout l'argent dont ils auraient besoin. Elle pourrait même leur confier toutes les économies de son entreprise, l'essentiel étant de ne leur faire aucun mal. L'homme a demandé à Mademoiselle Zheng de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il ne lui ferait vraiment pas de mal tant qu'elle acceptait de coopérer avec eux. L'homme lui a assuré que rien de mal ne leur arriverait, mais elle continuait à être nerveuse et inquiète. L'énorme camion roulait déjà à toute vitesse sur le large pont, quelque part au loin. Le personnage principal s'est rendu compte qu'ils allaient en banlieue et que sa maison était située dans cette direction. Devant nous se trouvait un immense bâtiment vide où ces hommes avaient amené une femme avec un enfant. Soudain, ils lui ont finalement retiré le bandeau et elle a ouvert les yeux en regardant les méchants. La femme a demandé aux hommes armés ce qu'ils attendaient encore d'elle et leur a demandé de parler immédiatement. L'homme a répondu que ce n'était rien de spécial et qu'il voulait juste que Mademoiselle Zheng les accompagne sur le tournage d'un film. Un film très ouvert et extrêmement intéressant, et il sera le personnage principal et elle sera l'héroïne. Zheng Ru fut très surprise et s'exclama qu'elle avait déjà dit qu'elle leur paierait autant qu'ils le voudraient. Mais l'homme a répondu que, malheureusement pour eux, quelqu'un d'autre les payait déjà. Ils devaient simplement remplir leur part du marché et lui envoyer la vidéo. Zheng Ru était surprise qu'ils aient été payés pour une chose pareille. Elle se disait que sa famille essayait probablement de s'emparer de ses économies. Une fois qu'ils auront la vidéo, elle n'aura plus d'autre choix, et c'est tout simplement d'une bassesse incroyable. L'un des hommes commença à enlever sa veste et s'exclama, en s'approchant de la jeune fille, qu'il n'avait pas eu de femme depuis très longtemps.
Zhang commença à reculer et à leur crier de ne pas s'approcher d'elle, sinon elle se mordrait la langue et se tuerait, mais l'homme continua de répéter à mademoiselle Zheng qu'il lui conseillait de ne pas être si impulsive, car c'était pour le bien de sa fille. Ainsi, elle deviendrait orpheline et il n'y avait donc aucune raison de résister. Il y a tellement de mauvaises personnes qui errent et qui sait ce qui lui arrivera après cela. La fille Bolegi avait très peur et craignait de demander de l'aide à quelqu'un. Et puis une énorme caméra est apparue devant elle, pointée droit sur elle. Les hommes ont commencé à filmer pour la première fois et le moteur tournait déjà lorsqu'il s'est approché de la fille par derrière. Elle a pris en silence pour obtenir de l'aide et, pour le bien de sa fille, elle a dû se tenir ligotée à côté de ses scélérats. Son visage rougit et des gouttes de sueur perlèrent sur ses joues. Soudain, elle entendit une voix. L'homme a demandé aux animaux de s'arrêter immédiatement et leur a demandé s'ils n'avaient vraiment rien d'humain en eux. Les gars ont été très surpris lorsqu'ils ont entendu la voix du gars derrière eux. Ils se tournèrent vers lui et lui demandèrent qui il était. Xiatian observa attentivement les scélérats. L'un d'eux a pointé son arme et leur a demandé de rester immobiles. Sinon, il ressemblerait à une passoire. Lorsque Zhang vit qui était devant elle, elle reconnut ce même étudiant et en fut heureuse. Le personnage principal a déclaré que s'il tire, il garantit que la police sera là dans exactement 3 minutes. L'homme s'est exclamé qu'il se fichait de savoir qui arrivait là, même si c'était le Premier ministre lui-même, et il lui a demandé d'arrêter sinon il mourrait. Xiatian a répondu qu'il ne voulait peut-être pas mourir, mais qu'ils avaient en sa femme, alors il a été obligé de les affronter. Zheng rougit légèrement, sourit et regarda le personnage principal avec affection. Xiatian a continué à dire qu'ils avaient en sa femme. Il a donc été obligé de se battre et de leur résister. Puis l'homme armé s'est exclamé qu'il délirait et qu'elle était la présidente du groupe Senmin. Elle n'avait plus eu personne depuis la mort de son mari. Zheng fut très surprise en voyant le garçon devant elle. Elle lui demanda silencieusement de partir au plus vite, car c'était trop dangereux ici. Les gars n'ont pas eu le temps de finir de parler que l'un d'eux a commencé à tirer et de nombreux coups de feu ont retenti tout autour. Le personnage principal avait déjà réussi à s'échapper lorsqu'un des gars a demandé à le retrouver immédiatement et à ne pas lésiner sur les balles. Le garçon s'est caché quelque part derrière un tonneau et a essayé de regarder à nouveau à travers, pour ne pas être tué. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se battre de front et qu'il devait agir en secret. Le garçon a décidé d'essayer un certain jouet et a attrapé sa montre avec ses mains, regardant l'un des adversaires qui était déjà à côté de lui. Il a pris sa montre de son autre main d'une main, mais cette montre était tout simplement inhabituelle. Le vieil homme Xu a dit à frère Xiatian qu'il avait un trésor pour lui qui pourrait l'aider dans sa situation, et lui a remis la montre du garçon. Le vieil homme expliqua qu'il s'agissait d'une montre inhabituelle, et qu'elle était équipée d'aiguilles dormantes et de petites bombes fumigènes intégrées, mais c'est un échantillon expérimental, donc certains problèmes peuvent survenir en cours de route. Ils croiront que la chance est de son côté aujourd'hui, et le garçon a immédiatement remercié le vieil homme. Il s'était déjà préparé à frapper et avait commencé à activer les aiguilles dormantes. Ces aiguilles s'étaient déjà dirigées vers l'un des méchants et il rigola et se gratta l'arrière de la tête. Les autres gars étaient également très surpris lorsqu'ils ont senti une sorte de piège et ont regardé devant eux. L'un d'eux était déjà allongé sur le sol et en tombant, il demanda d'où venait tout cela. Les garçons ont recommencé à tirer. En tirant sur les surfaces en bois devant eux, le protagoniste a une fois de plus remercié Frère Xu pour son aide incroyable. Il a recommencé à utiliser sa montre inhabituelle et des bombes fumigènes ont volé vers ses adversaires. Ils ont immédiatement commencé à tousser et à demander où un homme simple pouvait trouver de telles choses. Le personnage principal a rapidement sauté hors de sa cachette et avait un énorme tuyau en fer dans ses mains. Il a frappé l'un des hommes à la tête avec le tuyau de toutes ses forces, et il est tombé en hurlant. L'homme qui tenait l'arme dans ses mains s'est exclamé au garçon qu'il en avait définitivement assez et lui a demandé de sortir. L'homme a attrapé la femme par les cheveux et elle a crié fort de douleur. Il avait déjà pointé son arme contre sa tempe et s'était exclamé qu'il compterait jusqu'à 3. S'il ne sortait pas, il lui ramasserait la cervelle par terre. Le garçon pensait qu'il n'avait plus d'aiguille et par chance, il ne restait plus qu'un seul adversaire. L'homme était sur le point d'appuyer sur la gâchette lorsque le personnage principal est soudainement apparu. Le garçon avait le même tuyau en métal dans ses mains et avec un cri « Me voici », il s'est envolé droit vers l'ennemi. L'homme s'est rendu compte qu'il ne jetait pas le tuyau métallique et était sur le point d'appuyer sur la gâchette. Mais le garçon s'est avéré très agile et des flots de sang écarlate ont volé dans toutes les directions. Zheng a commencé à crier de peur, et son cri était si fort qu'il a fait éclater les oreilles de tout le monde. L'homme avec le pistolet à la main rit et s'exclama que les dieux étaient de son côté aujourd'hui.
Le personnage principal était allongé sur le sol dans une mare de sang, et l'homme continuait à rire méchamment. La fille regardait le personnage principal avec des larmes dans les yeux, et son regard était très triste et effrayé. L'homme s'est approché de la femme et lui a dit que maintenant que personne ne les dérangeait, il reprendrait là où il s'était arrêté. L'homme lâcha soudain son arme et, riant, s'approcha de la jeune fille. Xiatian tenta de se ressaisir et de se relever. Il saisit son tuyau de fer et, s'élevant au-dessus de la tête de son adversaire, essaya de le frapper avec un cri. L'homme ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le tuyau le frappa à la tête. Xiatian s'est exclamé en s'approchant de l'homme qu'il devait encore l'achever. Lorsque le garçon a détaché la femme, elle s'est immédiatement pressée contre lui. Elle lui a demandé pourquoi il avait fait ça, et le garçon a répondu qu'il était comme ça. S'il constate une injustice, il essaie d'aider immédiatement. Zhengrou le serra dans ses bras et lui demanda, les larmes aux yeux, pourquoi il prenait un si gros risque. Elle a demandé au garçon d'être patient un peu et a promis d'appeler une ambulance. Zhengrou était complètement désespéré, et avec le garçon dans ses bras, elle a supplié qu'une ambulance vienne rapidement. Xiatian leur a demandé de ne pas le faire, car l'envoyer à l'hôpital ne ferait qu'aggraver ses problèmes. Il ne voulait pas avoir affaire à la police. La femme a dit qu'il avait été abattu, mais le garçon lui a demandé de partir, car sa maison n'était qu'à 1 kilomètre. La petite fille se précipita dans les bras de sa mère, et elle lui demanda de ne pas avoir peur car tout irait bien pour elle. Le protagoniste a dit à la femme qu'il pouvait y aller seul, afin qu'elle n'ait pas à l'aider. Et nous voilà devant la maison de Xiatian. Quand la femme entra, elle demanda si c'était sa maison. Le garçon expliqua qu'il y avait déjà vécu et qu'il était désormais chez son cousin. Zhang lui remarqua avec tristesse qu'il n'était définitivement pas riche, alors pourquoi refusait-il son argent? Était-ce par fierté? Ce concept était bien plus important que l'argent à son âge. Pour elle, l'argent venait toujours en premier et prenait le pas sur tout le reste. Et finalement, il a été sauvé par quelqu'un qui n'attachait aucune importance à l'argent. Le personnage principal était assis devant son ordinateur et a demandé si elle pouvait l'aider. Il lui a demandé si elle voulait retirer la balle avec ses doigts. Non seulement c'était impossible, mais cela risquait aussi de provoquer une infection. Mais le garçon a demandé de désinfecter la plaie. Et ensuite elle pourrait retirer la balle avec ses mains. Zhengrou s'est exclamé qu'elle ne ferait jamais cela car il pourrait mourir d'un choc douloureux. Le garçon a demandé à la femme de ne pas s'inquiéter et elle s'est approchée de lui en rougissant un peu. Xiatian lui a demandé de regarder cet endroit plus tard, mais maintenant, elle devait d'abord retirer la balle. Le garçon serra les mâchoires et la supplia de retirer rapidement la balle. La femme lui demanda si elle s'y prenait bien. Le personnage principal a continué à crier de douleur alors que tout cela se faisait sans anesthésie. Lorsque Zhengrou a retiré la balle, du sang a jailli en flots écarlates directement sur son visage. Elle a réussi à retirer cette balle menaçante, après quoi elle a bandé le personnage principal. Trop de sang coulait et le garçon pensait qu'il semblait mourir. Soudain, un pendentif, de couleur dorée et en forme d'amulette, s'illumina sur sa poitrine. La femme le regarda, un peu effrayée, et les rayons multicolores commencèrent à monter de plus en plus haut jusqu'au plafond. C'était tout simplement un spectacle incroyable. Tout était illuminé par les couleurs vives de l'arc-en-ciel. Zhengrou s'est exclamé en regardant ce qui se passait, que c'était tout simplement impossible et que la blessure était en train de guérir. Et maintenant, le lendemain matin est arrivé, l'aube était calme et belle et le ciel était bleu. La femme était allongée sur le lit, serrant dans ses bras le personnage principal et sa petite fille. Ils restèrent ainsi allongés, ou plutôt s'endormirent, et elle le protégea après une opération aussi grave. Lorsque le garçon ouvrit les yeux, il vit une petite fille debout devant lui. Saluant son grand frère qui lui rendit son geste, Xiatian remarqua que son corps avait été restauré grâce à l'amulette et fut fou de joie. La petite fille a dit à son grand frère qu'elle le remerciait de les avoir sauvés à nouveau. La fillette s'exclama en serrant le garçon dans ses bras, lui disant qu'en signe de gratitude, elle deviendrait la femme de son frère aîné dès qu'elle serait grande. Xiatian rit en réponse et dit qu'ils en parleraient quand elle serait grande. La fillette dit qu'elle s'en souviendrait et commença à réveiller sa mère. Le garçon dit que son grand frère allait sortir dans la cour et demanda à la fillette de rester s'occuper de sa mère, ce qu'elle accepta immédiatement. Tant de choses se sont produites ces derniers temps et la vie est soudainement devenue si instable. Il y a aussi ces mystères sur la mort du père et sur le type de parchemin qu'ils exigent avec tant d'insistance. Il pense qu'il doit d'abord le trouver, puis comprendre le reste. Mais son père ne lui a jamais parlé des parchemins. C'était comme s'il était poursuivi par des méchants à capuche qui lui demandaient s'il envisageait de s'échapper. Le protagoniste se retourna et pensa que cela leur prendrait un peu plus de temps. Mais pourquoi ces types étaient-ils si agaçants ?
L'un d'eux avait dit qu'on lui donnerait 7 jours, mais maintenant on ne lui en donne plus que 2. Et comme l'un de ces 2 jours est déjà écoulé, ils attendent dans le parchemin aujourd'hui. Lorsque Xiatian entendit qu'il n'avait absolument pas de temps, son regard changea et il devint méfiant. L'homme en robe a dit à Xiatian que s'il était à sa place, il réfléchirait déjà beaucoup à l'endroit où son père met habituellement ses affaires et que leur patience était à bout. Le protagoniste s'est exclamé qu'il n'avait aucune idée de l'héritage de son père, et encore moins des parchemins. Il leur a demandé ce qu'ils attendèrent de lui, puis le type en sweat à capuche lui a demandé s'il pensait qu'ils s'en soucieront. Il continua d'expliquer aux garçons qu'ils avaient un juste besoin de ce parchemin, et il regarda attentivement devant lui. À côté de lui se trouvait Zhengrou, qui était pressé et effrayé demanda qui étaient ceux qui étaient à côté de lui. Les gars en capuche, quand ils ont vu cette femme, se sont exclamés quelle beauté il y avait devant eux. La femme regarda attentivement ces gars et, comme si elle reconnaissait quelqu'un, son regard changea. Xiatian se tourna vers Zhengrou et lui demanda de rentrer dans la maison et de ne pas sortir la tête, quoi qu'il arrive. La femme, légèrement rougissante, allait dire quelque chose mais s'arrêta aussitôt. Il lui demanda de partir, lui disant que ça irait bien, mais qu'elle devait rester avec sa fille. Xiatian a dit, se tournant vers les gars en capuche, que comme il l'avait dit, il n'avait pas la moindre idée de tout cela et que s'ils en avaient besoin, ils devraient le chercher. Les gars ont commencé à s'approcher de lui plus rapidement et plus près, et ont dit qu'il semblait avoir besoin d'expliquer les choses avec plus de ressources. Le personnage principal, un peu effrayé, regardait attentivement ses adversaires, et ses yeux brillaient en vert. L'un des hommes à capuche a avancé sa main et a serré l'autre pour frapper. Il s'est approché du garçon et a essayé de le frapper, mais le garçon a bloqué et lui a donné un coup de pied dans la tête de toutes ses forces. Le combat a continué et l'homme cagoulé a également essayé d'utiliser une certaine technique. Le personnage principal a immédiatement fait un bond en arrière et, serrant les poings, a commencé à s'approcher à nouveau de l'ennemi. Il a sauté aussi haut qu'il le pouvait au-dessus de sa tête et le pied a volé directement dans sa poitrine. La bataille continua et le garçon esquiva également les coups suivants de ses ennemis. Il utilisa ses jambes pour frapper de toutes ses forces. D'abord un adversaire, puis un autre, à la tête. Le garçon s'est à nouveau bloqué et un cercle rouge vif est apparu au-dessus de sa tête en guise de protection. Il a continué à exécuter diverses techniques et à se battre avec ses ennemis. L'un des garçons s'est exclamé que le garçon utilisait le style de kung-fu Fang Chofeng et qu'il devait être éliminé. Il a de nouveau commencé à s'approcher du garçon aussi vite que possible, et les autres gars ont fait de même. Xiatian se dit qu'il n'y parviendrait pas, même avec sa supervision, à en bloquer 3 d'affilée, il n'aurait tout simplement pas le temps de tous les bloquer, alors que faire ? Il vient d'échapper à la mort, et voilà qu'elle frappe à nouveau à la porte. De manière si inopportune et si rapide, le protagoniste serra le poing et décida d'éliminer ces scélérats le plus rapidement possible. Ils étaient vantés trop nombreux, et l'un d'eux se préparait déjà à frapper. Mais le garçon était déjà près d'eux, et il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et quel genre de pouvoir il avait. Comment est-ce possible? Et le père de Xiatian n'a jamais voulu l'entraîner dans tout ça. Il ne lui a jamais appris les arts martiaux, alors pourquoi ce garçon est-il si fort? D'où tire-t-il cette force incroyable? L'un des gars a avancé sa main avec une arme dedans et s'est exclamé qu'il fallait utiliser un autre plan B. C'était un pistolet paralysant, et le personnage principal était complètement éclairé par des rayons bleus brillants sous forme d'éclairs. Pendant ce temps, Zhengrou regardait ce qui se passait à travers la fenêtre et, sérieusement effrayé, des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Le garçon tomba à genoux, apparemment épuisé, il sentait son énergie s'épuiser. L'un des garçons sortit son poignard tranchant et s'exclama qu'aujourd'hui était le jour de ses funérailles, en riant très fort. Bien sûr, sa mort compliquera un peu toute leur mission, mais s'ils le laissent en vie, il deviendra certainement une menace pour tout le monde à l'avenir. Soudain, la femme s'est mise à courir vers eux et a demandé à ses scélérats d'arrêter, le couvrant de son corps. Elle serra le garçon dans ses bras et lui demanda de ne pas le tuer. Elle le supplia et promit de faire tout ce qu'il lui demanderait. Xiatian lui demanda ce qu'elle faisait et lui demanda de rentrer chez elle. Zhengrou s'exclama qu'elle ne le ferait pas, même si elle était tuée, tant qu'elle mourrait avec lui. Le garçon lui a demandé pourquoi elle pleurait, car il n'était qu'un étudiant ordinaire de la rue. Zhengrou, les larmes aux yeux, répondit que c'était parce qu'elle l'aimait bien. Elle ne pouvait se contrôler et il lui était difficile d'envisager de ne plus jamais le revoir. L'homme avait déjà dégainé son poignard tranchant et dit que c'était très drôle de voir comment les gens, même avant la mort, trouvaient tout le temps de prononcer de telles paroles. Eh bien, ils ne gâcheraient pas leur idylle et les enverraient ensemble dans l'autre monde.
Comme il est inutile et qu'il ne peut même pas protéger cette femme, si la réincarnation existe, alors il veut devenir si fort qu'il puisse protéger tous ses proches. Dans sa main se trouvait une énorme épée longue et tranchante, entièrement recouverte de sang. Le garçon avait de longs cheveux noirs flottant sous son chapeau, et il ne lâchait pas son arme.